Bonjour, dans cette vidéo, on va parler d'échantillonnage et d'estimation, et plus précisément des calculs d'intervalles, soit d'intervalles de fluctuation, soit d'intervalles de confiance, qui sont des problèmes inverses. Pour commencer, il faut savoir qu'il est souvent difficile, pour des raisons économiques, de pouvoir recueillir des données sur une population tout entière. Le plus souvent, on se contente de travailler sur un échantillon, c'est-à-dire une partie de cette population. Ceci présente bien sûr des avantages en termes de faisabilité et de coût, mais impose des contraintes pour que l'information recueillie au niveau de l'échantillon soit le plus proche possible de celle de la population entière. D'abord, échantillonnage. Cela veut dire quoi? On sélectionne un échantillon de la population de taille n, souvent quelques centaines, par tirage au sort par exemple, avec un caractère de proportion p. C'est cela, un échantillonnage. Par exemple, chacun comprend que si je lance une pièce de monnaie 100 fois, alors la fréquence du côté pile est, ou doit être, proche de 0,5, 50%. Mais d'un échantillon à un autre, cette fréquence varie forcément un peu. Autrement dit, la fréquence du côté pile varie ou fluctue autour de 0,5. On parle alors de fluctuation d'échantillonnage. En seconde, vous avez vu que l'intervalle de fluctuation dans un échantillon de taille n et de proportion p est donné par cette formule. C'est-à-dire qu'environ 95% des échantillons relevant de ce modèle ont des fréquences comprises dans cet intervalle. On remarque facilement que plus n est grand et plus cet intervalle a une amplitude petite. En première, avec la loi binomiale, on a pu étudier de manière plus mathématique cette situation. Dans l'exemple, si n égale 100 et p égale 0,5, on a une représentation comme ceci. Mais je vous rappelle aussi que sous certaines conditions simplement, qu'une loi binomiale peut être approchée par une loi normale. Alors, avec ce qu'on a vu dans le chapitre des lois normales, on a donc un intervalle de fluctuation dit asymptotique, au seuil de 95%, défini par cela. Pour résumer, on cherche ou on utilise un intervalle de fluctuation dans deux situations. Donc, soit on connaît la proportion d'un caractère dans la population tout entière, ou soit on fait une hypothèse sur cette proportion. On est alors dans le cas d'une prise de décision. Revenons à l'exemple de tout à l'heure. La proportion P du côté pile pour une pièce de monnaie est égale à 0,5. Cette proportion est connue. Donc ici, ce n'est pas une hypothèse. On détermine l'intervalle de fluctuation à partir de l'information connue. On obtient alors que IN égale 0,5 moins 1,96 multiplié par racine carrée de 0,5 fois 1 moins 0,5 sur racine carrée de 100 jusqu'à 0,5 plus 1,96 fois racine carrée de 0,5 fois 1 moins 0,5 sur racine carrée de 100. Ce qui donne, après calcul, entre 0,402 et 0,598. On va ensuite calculer la fréquence f des côtés piles dans mon échantillon. Et si f appartient à l'intervalle de fluctuation, alors on dit que l'échantillon est représentatif de la population pour ce critère, au seuil de 0,95. Mais si cette proportion était simplement une hypothèse, on aurait dit que l'on acceptait l'hypothèse. Sinon, on aurait rejeté l'hypothèse, mais toujours au seuil de 0,95. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les deux cas, on peut prendre la mauvaise décision, mais dans moins de 5% des cas. Ici, dans l'exemple de la pièce de monnaie, avec 100 tirages au sort, si la fréquence d'apparition de pile est comprise entre 40,2 et 59,8%, c'est-à-dire entre 40 et 60 fois le côté pile sur les 100 tirages, alors on a tout lieu de penser que cette pièce est non truquée. Pour être sûr que l'intervalle contienne au moins 95% des cas, on choisit une valeur approchée par défaut de la borne inférieure et une valeur approchée par excès pour la borne supérieure. Maintenant, on va faire le problème inverse, que l'on appelle faire une estimation. Ici, on ne connaît pas la proportion P dans la population totale, et on n'a même pas une hypothèse. Le but de cette recherche, c'est d'en estimer une. Le meilleur exemple et le plus facile à comprendre, ce sont les sondages. Pour cela, on calcule ce que l'on appelle l'intervalle de confiance, au niveau de confiance 0,95 qui est égal à cette formule. Toujours dans des conditions particulières. On sélectionne toujours un échantillon de taille n et on calcule la fréquence d'un caractère dans cet échantillon. Par exemple, dans un sondage,
Supposons que parmi 400 personnes interrogées, 32% disent voter pour Monsieur X aux prochaines élections. Alors ici, n égale 400 et f, 32%, égale 0,32. Alors on obtient un intervalle f moins 1 sur racine carrée de n jusqu'à f plus 1 sur racine carrée de n qui serait égal à 0,32 moins 1 sur racine carrée de 400 jusqu'à 0,32 plus 1 sur racine carrée de 400. Or, comme 400, c'est 20 fois 20, racine carrée de 400, c'est 20. Donc, l'intervalle devient être égal à 0,32 moins 1 vingtième, 0,32 plus 1 vingtième. Et 1 vingtième, c'est 0,05, ce qui donne 0,32 moins 0,05, 0,32 plus 0,05. Autrement dit, entre 0,27 et 0,37. Cet intervalle est dit de confiance au seuil de 0,95, ou ici, pour cette histoire de sondage, on dit plutôt fourchette de sondage. Connaissant la fréquence f observée d'un caractère dans un échantillon extrait de la population, l'estimation consiste alors à déterminer le mieux possible la proportion p de ce caractère dans la population tout entière. Conclusion, pour revenir à notre exemple de sondage, si n égale 400 et f égale 0,32, les journalistes devraient, plutôt que de dire « Monsieur X est crédité de 32% des votants », dire que Monsieur X est crédité de 32% plus ou moins 5%, ou que Monsieur X est crédité entre 27% et 37% des votants. Pour finir, je vous montre un article de Ouest France, paru une semaine avant l'élection du premier tour des élections présidentielles de 2017. 4 candidats étaient au coude à coude. Je vous laisse analyser cet article et je vais vous poser plusieurs questions. La première, pourquoi parle-t-il, cet article, d'une marge d'erreur de 2,5 points? Deuxième question, comment prouver que toutes les combinaisons étaient possibles pour le second tour? Troisième question, au final, les résultats ont été au dixième de pourcentage près. Emmanuel Macron, 24,0%, Marine Le Pen, 21,3%, François Fillon, 20,0% et Jean-Luc Mélenchon, 19,6%. Ce sondage s'est-il trompé ou pas du tout? Je laisse réfléchir. Merci. On retrouve l'équation de Noël. Comme R est différent de 0, alors on peut écrire que y fois r carré égale logarithme népérien de x sur m moins sa. Ensuite, pour éliminer la fonction logarithme népérien, on prend sa fonction réciproque, la fonction exponentielle. Ça devient exponentielle de y r carré égale, ce qui reste dans la parenthèse, x sur m moins sa. Ensuite, on met tout sur le même dénominateur m à droite. Ça devient x moins s fois a fois m sur m, qui est toujours égal à exponentielle de y r carré. Comme m est lui aussi différent de 0, je peux multiplier par m. Ça devient m fois exponentielle de y r carré égale x moins s fois a fois m. Comme r carré égale r fois r, je peux donc écrire que m exponentielle de r fois y égale x moins, et s fois a fois m, je peux l'écrire m fois a fois s. La réponse.